Allô, moi c'est Laurence. Moi, c'est Vicky. On est deux diplômés en anthropologie de l'Université Laval. Puis si tu te demandes ce que ça fait un anthropologue, viens-t'en qu'on en jase entre potes. Si vous aviez à deviner qu'est-ce que ça fait un anthropologue, qu'est-ce que vous diriez? Oh, aïe, aïe, Je sais pas c'est quoi un anthropologue. Eh boy. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée pour le présenter. Étudie les anciennes sociétés. Ça observe les oiseaux. Tu vois quelque chose avec le bois ou... Quelqu'un qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat. Une version ancienne de l'archéologie. Non, vraiment, là, non. L'anthropologue, ça étudie l'anthropologie. Maman, c'est quoi l'anthropologie? Tu veux que je réponde à qu'est-ce que ça fait? C'est quelqu'un qui étudie l'être humain. Ça étudie les mœurs, les gens. C'est comment qu'ils sont, comment qu'on est, comment que ça marche, comment que ça a été. C'est un découvreur de racines des nations et des peuples. Je suis très respectueux des anthropologues. Bienvenue à un autre épisode d'Entre-Potes, le balado qui démystifie l'expérience concrète de l'anthropologie francophone canadienne, vécue et racontée par des anthropologues de tous les horizons pour le grand public. Allô, ma grande chum, comment ça va? Ça va trop bien! Et toi, mon ami? Ça va super bien. Là, le monde, ils le savent pas, mais t'as encore une fois sorti des boucles d'oreilles trop nice. Donc, tenez-vous là pour dire, Laurence a toujours de magnifiques boucles d'oreilles. C'est comme... Elle a une collection... Ça commence à être problématique, mais sont vraiment belles. Sont vraiment belles, sont vraiment magnifiques. Et vous allez regarder ça sur la photo là, de notre épisode. Vous allez être jaloux et jalouse. Hey, je suis particulièrement énervée aujourd'hui, Mais Laurence. c'est moi pas, Vicky. Hey, je te le dis, je suis énervée, là, je me gère pas. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a un parcours hors du commun. Quelqu'un qui se spécialise sur des enjeux aussi inévitables que tabous. Donc, mesdames, messieurs, auditeurs, auditrices, Sabrina Lessard est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Sabrina? Super bien, merci. Je suis Hey, contente d'être parmi vous. Ben oui, c'est la première fois qu'on se rencontre, mais j'avais tellement hâte de te rencontrer parce que justement, ton sujet est très loin de ce que Laurence et moi, on fait comme recherche. Donc, c'est un peu inconnu, là. On va vraiment être en terrain nouveau. Fait que c'est super excitant. Vraiment hâte de t'entendre. Oui, full! Mais là, Sabrina, nos auditeuristes, ils te connaissent pas. Fait que je vais prendre la peine de te présenter brièvement, mais pas tant que ça, parce qu'on sait que mes présentations sont toujours essoufflantes. Donc, Sabrina, toi, tu ne te destinais pas à de longues études. Tu as d'abord fait une technique en éducation spécialisée. Et malgré ton diplôme en poche, tu as décidé de poursuivre au baccalauréat en anthropologie, tout en travaillant comme éducatrice spécialisée. Ton bac t'a permis de faire une année d'échange d'ailleurs à l'Université de Lyon en France et 6 mois à Ouagadougou au Burkina Faso. Et après, tu as décidé de poursuivre encore les études professionnalisantes là, à Toulouse en France en santé publique. Et ça a été, ma foi, une grande déception parce que l'anthropologie te manquait bien trop. Alors, oui. de retour au Québec, tu as travaillé en évaluation de programmes en santé publique, en santé et services sociaux, comme par exemple l'accès à l'aide alimentaire, accès aux soins palliatifs, prévention de la criminalité, etc. Et c'est après une longue réflexion que tu as finalement décidé d'entreprendre un doc en anthropologie de la santé à l'Université de Montréal sur un sujet d'actualité, soit l'opérationnalisation de la loi concernant les soins de fin de vie auprès des personnes du grand âge vivant en CHSLD. Puis, tu as finalement fait un post-doctorat à l'École de travail social de l'Université McGill et tu occupes depuis mars 2023 le poste de chercheur d'établissement au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, le Grégé et plein d'autres lettres que je dirais pas parce que c'est très long. C'est quasiment l'alphabet au complet. Donc oui, tout un parcours pour quelqu'un qui ne se destinait pas aux études supérieures. Ma foi, tu t'es rendu assez loin. Oui, ben finalement, peut-être que je connaissais pas vraiment le milieu universitaire et le milieu de la recherche et tout ce qu'on pouvait faire autre que des métiers plus spécifiques comme éducation spécialisée ou professeur ou coiffeuse. Donc, j'ai découvert tout ce pan plus tard dans ma vie. Donc,
je suis très heureuse d'avoir fait le parcours, parce que je suis pas du tout déçue de mon quotidien. Puis t'es un autre exemple que l'anthropologie nous court après. Quand on est destiné à faire de l'anthropologie, là, des fois on prend toutes sortes de détours, là, mais ça nous rattrape. Exactement. C'est que je pense que quand on goûte à l'anthropologie, on peut pas s'en défaire. C'est ça. Ça devient une passion, un intérêt. C'est ça. On peut pas. Moi, je peux pas penser à autre chose que l'anthropologie. Non, c'est ça. On est anthropologue jusqu'au bout de chacun de nos neurones. Voilà, exact. Ben écoute, sans plus attendre, Sabrina, je vais te poser la première question. Quelle est la chose la plus funky, la plus inusitée qu'on t'a dit sur les anthropologues, l'anthropologie? Ben, je pense que la première chose que je peux dire, c'est, je pense, un stéréotype là, de l'anthropologue, la personne grano avec des bas de laine dans ses sandales. Là. Je pense que ça, c'est un peu de stéréotype. Mais il y en avait pour de vrai aussi là, dans ma cour. Oui, c'est ça l'affaire. C'est des stéréotypes des fois qui s'avèrent... Oui, un peu vrai, mais pas tout le temps. Après, c'est pas nécessairement funky, c'est pas non plus... c'est un stéréotype qui peut nous coller à la peau dans certaines situations. En fait, 2 fois, quand je me suis présentée auprès soit de parents, d'enfants, d'amis de mes enfants, en fait, on dit « Ah oui, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? » Et je suis très fière de dire « Je suis anthropologue. » Et à 2 reprises, donc une fois, la personne me dit ça sert à quoi les anthropologues? Ça sert pas à grand-chose. Et j'étais tellement... Le culot quand même. Hein? Oui. Et j'étais tellement surprise de la réponse que j'ai pas su quoi répondre. C'est plutôt mon partenaire qui lui a parlé pendant 5 minutes pour exposer tout ce qu'on pouvait faire. Et puis la deuxième fois, c'était justement manger avec des personnes qu'on connaissait pas beaucoup. Et puis la personne m'exposait qu'il y avait des diplômes qui servaient vraiment à rien, comme les diplômes en anthropologie. Là, j'étais comme, oh non, pas encore. Oh non! Donc, c'est plus, d'expliquer. Je pense que ça part d'un peu d'ignorance ou en tout cas de peu de connaissances sur ce que les anthropologues peuvent apporter à la société, à la connaissance, aux pratiques. Donc, je pense que votre podcast aussi est destiné aussi à justement à ouvrir les perspectives et les connaissances par rapport à ça. Et, en tout cas, je suis contente d'en faire partie pour essayer de démystifier un peu qu'est-ce que l'anthropologie et à quoi on sert si on a à quoi on sert. Une perspective utilitariste. Là, ouais. Puis là, la gang, on va mettre une affaire au clair. Là. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez pas, puis que cette personne-là vous parle de ce qu'elle fait dans la vie ou de son loisir, hein, ça peut être aussi, pas nécessairement sa carrière, d'un loisir, là, c'est pas une très bonne idée de lui dire que ça sert à rien ou genre, pourquoi tu fais ça, c'est donc ben lame. C'est pas susceptible de bien démarrer une relation, on va se le dire. C'est ça, là. Pas juste les anthropologues, n'importe qui. Oui, c'est pas une première impression favorable, disons. Mais là, dans ce cas-là, Sabrina, j'aimerais savoir, là, tu disais tantôt que tu avais été prise au dépourvu, que c'était ton partenaire qui avait raconté un peu à quoi ça servait, les anthropologues. Mais toi, comment tu résumerais là, l'anthropologie très succinctement, là, si tu avais, avec du recul, finalement, à répondre à cette personne-là qui était vraiment pas familière avec la discipline? Oui. Bien, moi, c'est sûr que j'ai plus... spécialisée en anthropologie de la santé ou en anthropologie médicale. Donc, ça a un aspect très pratico-pratique au quotidien, dans ma pratique quotidienne comme chercheur ou comme anthropologue. Dans le fond, ce qu'on va étudier, on va s'intéresser à la pluralité des systèmes médicaux ou dans une perspective pluraliste, là, si on pense à la diversité de la population montréalaise ou québécoise. Donc, il y a différents systèmes de médecine qui se côtoient. On peut penser à la biomédecine, on peut penser à l'acupuncture, l'ostéopathie, médecine chinoise, etc. Donc, voir un peu comment ces différents systèmes médicaux vont interagir entre eux et avoir un impact sur la santé des individus, comment on va les utiliser, c'est quoi les représentations qu'on va se faire.
Et outre la pluralité des systèmes médicaux, c'est aussi comprendre les réalités sociales des personnes qui vivent avec la maladie ou comment on se représente la santé, c'est quoi les expériences vécues ou c'est quoi les pratiques qu'on va promouvoir ou au contraire qu'on va banaliser ou même invisibiliser quand on va prendre soin des personnes. C'est quoi les rapports aux normes culturelles, aux institutions sociales. Il y a tout un pan aussi de l'anthropologie de la santé qui s'intéresse au corps, à sa souveraineté, notre rapport au corps, notre corps vieillissant ou notre corps malade ou notre corps en situation de handicap. Est-ce qu'on sépare le corps de l'esprit aussi? Est-ce qu'on sépare le corps biologique du corps social, du corps politique? Donc, c'est tous des éléments qui nous amènent à mieux comprendre certaines situations, par exemple la pandémie. Tu sais, moi, j'ai travaillé, mon postdoc, je l'ai fait justement sur la séparation du corps biologique et de la vie biologique et de la vie biographique dans le traitement, en tout cas dans la prévention ou dans la prise en charge des personnes qui étaient atteintes ou non de la COVID. Mais c'est tellement large, l'anthropologie de la santé. On s'intéresse aussi, par exemple, moi, c'est sûr, je m'intéresse plus au mourir et à la mort. Donc, on peut s'intéresser aussi au traitement des cadavres. Il y a plein d'éléments qu'on ne soupçonne même pas. Bien, c'est ça, c'est très social et culturel. Comment on organise des funérailles, par exemple. Comment on va embaumer ou non les corps des personnes qui sont décédées. Puis, tu sais, c'est comme des rites sociaux super importants qui font partie de notre univers, là, tu sais, qu'on se pose pas tout le temps la question de pourquoi on fait ça de même, mais quand on prend le recul de la recherche puis dans l'anthropologie, puis qu'on constate que dans d'autres espaces ou dans d'autres cultures, on traite la mort de façon tout à fait différente ou on traite le vieillissement de façon tout à fait différente, bien là, ça peut être intéressant de se questionner sur nos propres pratiques, nos propres habitudes, notre propre vision. Puis juste comme disait, tu sais, conceptualisation du corps, conception de la santé, la maladie, la mort, c'est tellement des choses qu'on prend pour acquis tant qu'on sort pas de notre contexte, qu'on se rend pas compte à quel point que c'est culturellement teinté, là. Mm-hmm. Donc, je trouve ça tellement cool comme domaine. Mais c'est ça, je suis vraiment contente. En fait, tu es la première anthropologue de la santé que nous recevons au podcast. Puis ça va être très éclairant, je pense, bien. Ben oui, parce que ça fait partie, encore une fois, là, comme je disais dans ma petite présentation, c'est autant inévitable que tabou, là, les soins de fin de vie, tu sais, tout le monde passe par là éventuellement ou tout le monde connaît quelqu'un qui est passé par là. Puis c'est quand même un sujet que les gens ne sont pas toujours confortables d'aborder, mettons. Non, absolument pas. Oui, exactement. Et souvent, on se résume souvent aussi aux mêmes choses. Là, par exemple, à l'aide médicale à mourir, c'est plus facile de parler de ça que de parler de soins palliatifs ou de la fin de vie ou de la fin de vie à l'hôpital ou en institution. Donc, oui, absolument. Ouais. Mais là, avant de te rendre à ton emploi actuel puis dans tes recherches actuelles, il a fallu que tu fasses tes premières armes en terrain. Et moi, je me demandais, ta première expérience de terrain, si je ne me trompe pas, ça a eu lieu au Burkina Faso. Comment ça s'est passé? Oui, absolument. À Ouagadougou, Burkina Faso, je voulais aller faire une pratique de terrain. Donc, c'est un cours qui est possible de prendre au bac, là, où on peut aller justement explorer le terrain ou l'anthropologie, faire une mini-recherche pour de vrai. Donc, moi, j'avais choisi, en tout cas, pour des circonstances personnelles, j'avais choisi Ouagadougou. Et puis, l'arrivée en terre africaine avait déjà été un choc en soi. Et je voulais aller travailler auprès des enfants des rues. Donc, aller rencontrer différentes associations et m'intégrer à leur quotidien pour observer comment
comment ça se passait. Et un peu naïve, je suis partie comme ça en me disant, bon, je trouverai mon lieu de terrain une fois sur place. Et c'est ce que j'avais fait. Et puis, j'avais pu intégrer 2 associations différentes où quotidiennement, je me rendais pour accueillir les enfants des rues pour justement, lors de leur activité quotidienne, venir laver leurs vêtements, venir manger, recevoir des soins. C'était des jeunes enfants là, de 5 à 18 ans à peu près, mais surtout, il y avait des cohortes différentes, là. Mais bref, moi, je suis arrivée là-bas en sachant pas comment on faisait des observations, en sachant pas non plus comment on faisait des entrevues. Vraiment, j'étais partie là-bas et c'est quand mon directeur de projet m'avait demandé, est-ce que tu as des grilles d'entrevue, tes grilles d'observation? Comment tu as réalisé ça? Et donc, je les avais construits a posteriori de toutes mes observations. En fait, c'est toujours la vision qu'on se fait d'un terrain, puis tout ce qu'on apprend sur place qui est absolument formateur parce que c'est ça, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait, ni l'anthropologie, ni comment les organismes dans lesquels les enfants venaient se réfugier. Donc, ça avait été très formateur, même si ça avait été extrêmement difficile au niveau personnel. Mais Voilà. j'imagine bien parce que souvent, en maîtrise, quand on fait notre terrain, on a des années ou du moins au moins 1 an de préparation derrière la cravate, de lecture, de justement conception de grilles d'analyse, de guides d'entrevue. Fait que j'imagine que ça a été effectivement assez dépaysant là, de te ramasser là dans ce contexte-là. Puis en plus, tu as travaillé auprès d'une population jeune, ce qui est toujours un défi éthique, puis un défi aussi juste d'avoir contact avec ces gens-là, là, puis comment t'as été reçu, tu sais, parce que je veux pas, revenir au cliché, là, mais tu sais, de l'anthropologue blanc qui va dans un pays dit du tiers-monde pour sauver des pauvres enfants. Exactement. Donc, comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là? Ça a été donc moi j'avais mon projet là de faire ce cours, donc ça s'était bien passé, mais une fois qu'un des directeurs un des organismes là, qui étaient des associations m'avait demandé de lui faire un compte rendu sur mes observations puis ce que j'y voyais, j'étais arrivée avec mes grands chevaux en disant oui mais il y a ça que vous dites mais finalement vous le faites pas comme ça, telle règle est jamais respecter, telle autre chose. Ça avait très mal passé. Ça s'était très mal passé, c'est ça. C'était la blanche qui venait dire comment fonctionner, alors que, bien entendu, c'était pas mon intention, mais j'ai appris à mes dépens de façon de comment on se présente, comment on restitue finalement nos observations, ce qu'on a noté, et puis tout le temps s'inscrire aussi dans la façon de faire de la place, chose que j'ai appris à mes dépens. Ouais. Oui, c'est ça. Apprentissage important quand même, hein, justement, tu sais, l'anthropologue n'est pas là pour dire aux gens comment fonctionner ou pour souligner leurs failles, mais plutôt réfléchir au fonctionnement, tu sais. Là, moi, je vais faire un gros saut dans le temps. Donc, tu as fait des études professionnalisantes à Toulouse, en santé publique, puis là, que l'anthropologie te manquait, donc tu es allé faire ton doctorat. Donc, comment ça a été de faire un terrain de doctorat sur l'opérationnalisation de la loi concernant les soins de fin de vie auprès des personnes du grand âge vivant en CHSLD? C'est quand même un sujet particulier, très d'actualité. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui t'a mené à choisir ce sujet-là d'abord? Puis après ça, comment tu abordes ça, un terrain sur un sujet tel que les soins de fin de vie? Oui, ça a été un long parcours, justement, avant de choisir
mon sujet, puisque j'avais débuté mon doctorat avec un autre sujet complètement différent qui m'intéressait très peu, finalement. Et tout le monde me disait, il faut que tu choisisses un sujet qui t'intéresse parce que ça va être long. Et puis, oui. Donc, j'ai commencé mon doctorat en 2014 et à ce même moment, il y avait tout le débat sur justement mourir dans la dignité, qu'est-ce que c'est, il y avait eu des consultations publiques, est-ce qu'on légalise ou pas l'euthanasie et tout ça. Puis en 2014, il y a la loi qui avait été adoptée, puis elle devait rentrer, elle est rentrée en vigueur en décembre 2015. Et donc, moi, je me suis dit, quelle opportunité d'aller sur le terrain en même temps que la loi va se déployer. Et surtout, c'est que la loi concernant les soins de fin de vie, il y a différents éléments dont elle fait la promotion, dont, bien entendu, l'aide médicale à mourir, donc l'euthanasie, mais aussi le droit à toute personne en fin de vie de bénéficier de soins en adéquation avec leurs besoins, donc de soins de fin de vie qui incluent les soins palliatifs, l'aide médicale à mourir, la sédation palliative continue. Et comme il y avait tellement un grand... l'aide médicale à mourir était sur toutes les lèvres, dans tous les journaux. Donc, on parlait que la loi sur l'aide médicale à mourir, ce qui était faux, en fait. Moi, je me suis dit, je vais aller voir auprès des personnes les plus à risque de mort, donc les personnes qui sont en institution gériatrique, donc en CHSLD, en centre d'hébergement et de soins de longue durée. J'ai une autre portion à l'hôpital aussi, en unité de gériatrie. Donc, je vais aller voir comment cette loi s'opérationnalise auprès des personnes qui ne peuvent pas bénéficier d'aide médicale à mourir, puisqu'ils ont des troubles neurocognitifs majeurs, une majorité, et donc qui devraient pouvoir bénéficier de soins palliatifs par contre. Donc, je me suis dit, je vais aller voir comment les personnes du grand âge décèdent en CHSLD. Comment ils décèdent, c'est un peu mal dit, là, mais dans le fond, qu'est-ce qui est mis en place? Comment on accompagne ces personnes-là dans leur fin de vie? Donc, j'avais cette idée-là, super géniale. J'ai travaillé fort pour faire mon protocole de recherche et tout ça, passer mon examen synthèse sur le sujet. Mais une fois que tout ça était en place, il fallait encore que je trouve des endroits qui veuillent m'accueillir. Et là, ça a été quand même assez difficile puisque les contacts que j'avais déjà dans certains CHSLD, finalement, quand ça venait aux personnes, aux directions pour qu'ils acceptent ma présence, certaines personnes me disaient, nous, les gens, ils meurent pas, là. On a une population plus jeune parce que c'est des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, mettons. Ou d'autres qui me disaient, là, nous, on n'a pas de pratique de fin de vie, ou d'autres ne me répondaient pas du tout, là. Donc, ça a été vraiment plusieurs mois de sollicitations jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un m'appelle pour me dire, nous, on a un projet, on va mettre en place un cadre de référence sur les soins de fin de vie dans un CHSLD. Ce serait bien que vous soyez là pendant le déploiement puis que vous me fassiez un retour. Puis en même temps, vous pouvez faire vos observations, ce que vous voulez par rapport à votre doctorat. Fait que là, j'étais là, oui, c'est ça, toute une opportunité. Mais là, moi, j'ai une petite question côté éthique, parce que souvent, quand on va sur le terrain, une des grandes bases, c'est d'avoir le consentement libre et éclairé de nos participants. Comment ça se met en marche dans un contexte où peut-être que les gens, justement, sont considérés comme pas aptes à donner leur consentement? Je pense à, justement, dans les CHSLD, les gens qui ont des troubles de type Alzheimer ou démence. Comment on met ça en place? Oui, surtout, ça a été un long accompagnement justement du comité d'éthique à la recherche de l'établissement où j'étais. Mais ce qu'on s'est entendu, c'est moi, je devais présenter déjà ma recherche à tous les employés parce que ma recherche portait davantage sur les pratiques professionnelles et sur la perspective des proches qui accompagnent ces personnes en fin de vie. Mais j'allais faire des observations, bien entendu, du quotidien, donc observer aussi les personnes du grand âge là, dans leur quotidien. Donc, j'avais présenté à plusieurs reprises le projet de recherche. J'avais des affiches aussi qui étaient un peu partout dans l'établissement avec mon numéro de téléphone, mon adresse courriel. Et puis, à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, un proche, je lui présentais le projet de recherche. Et puis,
j'évaluais aussi à certains moments, je m'intéressais à la fin de vie, donc j'évaluais personnellement ma petite boussole de malaise ou de bien-être, là, à savoir si je sentais que ma présence était acceptable ou non dans certaines situations, surtout quand la personne, quand les proches sont au chevet, par exemple, et donc est-ce qu'on a vraiment besoin, est-ce que j'ai vraiment besoin d'observer ces moments de fin de vie-là? Est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose de plus aux connaissances? Donc, c'était aussi de faire la part des choses entre tous ces éléments. Mais ça a apporté, si vous me permettez, ça a apporté aussi des situations un peu ambiguës ou difficiles, puisque comme je m'intéressais à la fin de vie, mais que c'est un sujet, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parfois tabou, spécialement, je dirais, dans ces institutions gériatriques où on tente de prolonger la vie, souvent plutôt que d'envisager la mort, pour reprendre les termes de Sylvie Fortin. Donc, c'était difficile parfois de me présenter. Bon, je m'intéresse aux pratiques de soins de fin de vie, à des proches qui disent, ben mon proche n'est pas en fin de vie. Pourquoi vous vous intéressez à ça? Tu sais, pourquoi vous venez? Pourquoi vous êtes là, particulièrement avec mon proche? Donc, c'était tout aussi un apprentissage de, tu sais, comment aborder les choses. Tu sais, je leur donnais souvent une affiche avant, sans que j'ai besoin de reparler de fin de vie. Oui, c'est ça, après... parce que ça pouvait paraître presque de... Bon, tu représentais un mauvais augure, là. Oui, ben exactement. Et c'est ce que je voulais pas. Donc, c'était de faire la part des choses, de comment je me présente et je m'intéresse aux pratiques des soignants, tu sais, tout au cours de tout le processus de la fin de vie. Donc, c'était un des enjeux majeurs là, de mon terrain, niveau éthique, je dirais. Puis il y a plein de situations aussi qui sont quand même, qui peuvent être difficiles d'appréhender quand on est, ben c'est ça, quand on traite d'un sujet aussi sensible, je pense. Ben c'est ça, j'allais justement te demander comment toi, en tant que chercheur, tu fais... Il a peut-être fallu que tu te fasses une carapace. Comment tu as navigué ce monde-là, à quelque part, de côtoyer des gens, bon, éventuellement en fin de vie, les observations, puis tout ça, veux pas, ça a dû arriver que tu étais présente lors du décès d'une personne ou dans ces moments difficiles-là, bon, tu utilisais ton côté humain pour juger si ta place était adéquate ou non. Comment tu as géré tout ça? Bien, je dois avouer que les premiers mois de mon terrain en centre d'hébergement de soins de longue durée, j'ai eu ce que j'ai appelé une désorientation. J'étais vraiment désorientée, pas tant du milieu, mais des gens que j'ai rencontrés, puisqu'on n'avait pas la même façon de communiquer. Donc, c'était pas toujours des phrases compréhensibles à ma connaissance ou même l'utilisation d'objets qui différaient, le bruit, toute cette notion de trouble neurocognitif majeur aussi souvent. En tout cas, moi, j'avais lu plein de choses sur les troubles neurocognitifs majeurs, mais j'avais pas vraiment rencontré des gens qui le vivaient. Et donc, ça a été toute une désorientation, puis essayer d'apprendre à vivre avec ce malaise quotidien, cette tristesse aussi, puisque je me disais, ah mon Dieu, c'est tellement le déclin, c'est ce qui va nous arriver éventuellement à toutes et à tous. Ben, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, une grande partie de la population est vieillissante. Il y en a quand même quelques-uns d'entre nous qui allons vivre ce déclin et la maladie. Sauf que finalement, à force d'y être, il y avait quelque chose d'extrêmement touchant et bienveillant dans les interactions entre les préposés, avec les infirmières, le personnel, les proches, les résidents. Donc, au fil du temps, c'est une autre vision, puis c'était plus la désorientation qui m'animait. Mais si je peux revenir aussi sur le fait d'être avec des personnes en fin de vie. Donc, oui, il y a eu des situations où j'étais, dont une situation dont je me souviendrai toute ma vie, puisque c'était la première fois que je voyais une personne qui était
sur le point de mourir. Donc, dans les prochaines heures, voire minutes, il y avait un infirmier qui m'avait accompagné, qui m'avait dit, ben viens, on va aller voir Madame une telle. Elle est vraiment, regarde son corps, comment ses extrémités deviennent bleues, tu vois que ça s'en vient bientôt. Et au préalable, j'avais parlé déjà à sa famille, à ses amis, donc sur sa vie, puisqu'elle elle n'était plus en mesure de communiquer verbalement. Au moment où je suis allée la rencontrer, j'étais seule avec elle et je sentais qu'elle était sur le point de partir puisqu'elle faisait de l'apnée, en tout cas elle respirait, elle arrêtait de respirer, tout ça. Et j'étais inconfortable avec l'idée d'être là pour son dernier souffle, donc je suis partie et quand je suis revenue, mais la chambre était vide, au sens où la dame était là, mais j'ai vraiment senti cette absence d'une personne, tu sais, dans le fond, la personne était décédée. Et je suis tout de suite devenue en panique parce que je me suis dit, ah ben là, il n'y a personne, il n'y a pas ses proches, ils ne sont pas là. Fait que j'étais allée voir l'infirmière, je pense qu'il faut appeler ses proches là, vite, là, tu sais. Puis finalement, l'infirmière a dit, non, ils sont au courant, désirait ne pas être présent à ce moment-là. Donc c'était quelque chose qui était confrontant et c'est là que l'anthropologie aussi, ça vient nous informer sur certaines normes sociales, justement sur la bonne mort, par exemple, si je veux juste y référer. Pourquoi, pour moi, c'est important qu'il y ait de la famille autour d'elle. Il ne fallait pas qu'elle meure seule. Donc, ça aide aussi à quand on regarde ces espèces d'émotions ou de contradictions qu'on peut ressentir, ça peut nous informer aussi plus largement sur la société dans laquelle on vit puis les normes sociales qui sont en place sur certains éléments, comme la bonne mort, par exemple. Puis c'est fou comment que le ressenti comme être humain aussi est important dans ce genre de recherche-là, j'ai l'impression, parce que ça va vraiment informer, oui, tu es anthropologue, mais c'est ça, tu es humaine avant tout, puis tu ressens ces choses-là. Oui, puis c'est plus fort que nous. Puis même quand je lisais un manuel d'observation il n'y a pas si longtemps, comment faire l'observation, puis justement comment nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, mais aussi tout le ressenti, comment on positionne notre corps, qu'est-ce qu'on ressent, ça fait partie des observations, puis ça fait partie de notre matériel. Donc, on peut essayer de s'en distancer, mais aussi de l'appréhender, comment on l'intègre dans nos analyses, dans la façon dont on a pu regarder les choses. Puis peut-être que si c'était vous, Laurence, ou Vicky qui allez, peut-être que vous auriez vu autre chose ou ressenti autre chose, mais en même temps, c'est ça fait partie du travail de terrain qui est, pour moi, tellement riche et apporte davantage, tellement plus que juste des entrevues. Parce que là, on l'a vu, on l'a senti, on était là quand ça allait pas bien, on était là quand ça allait bien. Donc, en tout cas, je suis complètement... je trouve que c'est une méthodologie de recherche justement qui nous apporte tellement pour mieux comprendre les phénomènes complexes. Oui, donc, mais encore une fois, c'est un sujet qui est sensible, fait qu'on peut pas le traiter sans sensibilité non plus, parce que les réactions que toi t'as eues ou les émotions que t'as ressenties, ils informent aussi nos normes ou justement les idées qu'on se fait là, par rapport à la fin de vie. Effectivement. Là, moi, je me demandais, qu'est-ce que ça fait une chercheure d'établissement dans un centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale? Donc, on comprend que c'est un peu dans les lignées de tes intérêts depuis le doctorat. Donc, la population du grand âge. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience de travail actuelle? Oui, absolument. Donc, comme chercheur d'établissement, je suis située donc au CREGES, au Centre d'expertise et de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, qui est dans un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux au centre-ouest de l'île de Montréal. Donc, c'est ça, toutes les lettres de l'alphabet. Là, voilà. Et donc, quotidiennement, dans le fond, j'ai un statut universitaire pour pouvoir être chercheur d'établissement. J'ai aussi un titre, donc c'est qu'un titre, mais j'ai ce titre de professeur associé. Donc, je suis professeur associé à l'Université de Montréal, au département d'anthropologie.
Et comme chercheur, donc bien entendu, j'ai le mandat de faire des recherches, donc qui occupent à peu près 50% de mon temps. Donc, des recherches, surtout moi, je fais partie de 2 domaines d'expertise, donc contrer la maltraitance et vieillissement inclusif, diversité, santé, bien-être. Donc, dans le cadre du CREGES, je dois faire des recherches qui sont liées à ces sujets, mais je peux également poursuivre ma programmation de recherche sur la fin de vie, les personnes en institution, par exemple, ou faire un maillage entre toutes ces belles thématiques. Et l'autre 50% de mon temps, bien, c'est sûr que c'est pas 50%, là, mettons, je dirais 35% de mon temps, c'est de répondre à des mandats ministériels. Donc, plutôt que d'enseigner, si j'étais prof titulaire ou professeur adjointe à l'université, je devrais faire de la recherche et de l'enseignement. Là, je dois faire de la recherche et répondre à des mandats ministériels qui sont de toutes sortes, mais surtout dans le domaine justement d'expertise, d'expertise pour contrer la maltraitance. Donc, on a différents mandats auxquels on doit répondre, par exemple sur la maltraitance sexuelle ou encore la maltraitance psychologique, que ce soit développer des outils, développer des formations ou encore développer des connaissances. J'ai ce mandat-là également. Et puis, bien entendu, je peux donner des charges de cours, présenter des conférences, publier des articles. Donc, j'ai quand même les mêmes exigences au niveau professionnel qu'un professeur d'université sur la performance voilà, des chercheurs publiés, etc. Publier, communiquer, puis ouais, tout ça. Voilà. En plus, participer à des podcasts. Voilà. voilà. Exactement. Donc, moi, j'ai une petite question. Donc, bon, il y a une part de ton travail qui est de répondre à des mandats ministériels. La partie recherche, comment ça surgit, ces sujets de recherche-là? D'où émanent ces recherches-là? Est-ce que c'est d'autres types de mandats qui te sont donnés? Est-ce que c'est toi qui dois cibler des objets de recherche? Comment ça fonctionne? Ben, à peu près les deux. En fait, je dirais, il y a ces dernières années, il y a eu quand même plusieurs appels à projets dans le cadre d'actions concertées. Donc, les fonds de recherche du Québec, associés en partenariat avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, par exemple, vont établir une thématique de recherche et vont appeler la communauté de chercheurs à déposer un projet de recherche dans le cadre de ces appels à projets. Donc, mes recherches peuvent s'inscrire dans ce contexte. J'ai aussi des projets qui viennent de la communauté, donc des organismes communautaires qui vont nous contacter, dire on a telle idée de projet, on aimerait ça le mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous accompagner là-dedans? Donc, ça, c'est un autre type de projet. Donc, dans ce temps-là, on va aller chercher des subventions, mettons CRSH, donc Conseil de recherche des sciences humaines. On va aller, soumettre à différents types de subventions. Et après, il y a des chaires, pas des chaires de recherche, mais oui, il y a des chaires. Il y a des fondations aussi qui proposent, ou des réseaux de recherche qui proposent des financements pour, par exemple, faire des projets pilotes, des projets de recherche pilotes ou structurants. Donc, il y a différentes possibilités. Ça peut venir de mes idées ou de la continuation de mon projet doctoral, postdoctoral, mais ça peut être aussi des sujets connexes qui sont proposés là, dans ce cadre-là. Donc, j'ai quand même assez de liberté, bien que je fasse partie d'un domaine d'expertise, de 2 domaines d'expertise que je dois faire fructifier également. Mm-hmm. Donc, on a beaucoup de travail. Oui, c'est ça, j'en doute pas. Puis là, moi, j'ai une petite question par rapport à la relation que tu as en tant qu'anthropologue face à des professionnels de la santé, par exemple. Parce que tu as mentionné que ta recherche de doctorat, tu t'étais fait contacter finalement par des gens qui disaient, nous, on a un projet, ça serait cool que tu sois là pendant qu'on le met en œuvre pour avoir des feedbacks. Fait que c'était une relation assez, je pense, collégiale, là, de partage, puis qui bénéficiait aux 2 parties. Mais de façon générale, comment l'anthropologue est reçu dans le monde médical dans ces recherches-là?
Ben, je dirais que ça dépend. J'ai eu des bonnes et des moins bonnes expériences. Ça dépend toujours. C'est sûr que comme chercheur ou comme anthropologue, on va essayer de laisser venir les gens aussi, d'y aller doucement, pas bousculer. Mais il y a eu des fois où, dans le cadre de mes observations, bien que les personnes me disaient pas qu'ils voulaient pas, une personne en particulier, elle me disait pas qu'elle voulait pas être observée. Elle me disait pas clairement, mais je sentais qu'elle m'évitait, tu sais, quand je posais des questions, elle me répondait par oui ou non ou très succinctement. Donc, au fil du temps, je me suis dit, je pense que je comprends qu'elle a pas envie de ma présence, puis peut-être qu'elle ose pas le dire. Donc, j'ai pas utilisé les observations que j'avais faites en sa présence dans le cadre de ma thèse, par exemple. Et après, c'est sûr que souvent, les professionnels de la santé pensent qu'on va aller évaluer leur travail, vont dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc, puis, on les observe, fait qu'il y a comme une espèce d'inconfort ou de sentiment d'être sous examen. Là, ouais. C'est ça. Et ben, l'observation, ce que ça permet aussi, c'est de... peut-être qu'au début, les gens sentent ça, mais après, ils voient que je vais manger avec eux ou on discute au poste des infirmières ou on peut discuter même de notre fin de semaine. Eux, ils peuvent me poser des questions, je peux leur en poser. Donc, ça devient beaucoup moins formel. Donc, ça se détend aussi un peu au fil du temps. Mais moi, ce que j'aurais à dire, c'est qu'une fois, dans un des milieux où j'ai fait mon doctorat, j'ai fait de la restitution des observations, dire juste en gros, préliminairement, voici ce que j'ai observé. Et ça a été, j'ai pas senti une bonne réception. En fait, tout le monde disait, ben, c'est ce qu'on fait, c'est notre travail, puis la fin de vie, c'est pas si important. Puis, donc, ça réitérait certains éléments. C'est pas si important, mais dans le sens où c'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est de restaurer la santé, c'est pas d'accompagner en fin de vie. Donc, ça va être d'autres personnes qui vont le faire, ce sera pas nous. Donc, c'est ça. Je dirais que ça dépend vraiment des milieux, du moment, des personnes en présence. Mais là, en ce moment, je fais des projets dans différents établissements où la réception est incroyable. Les partenariats sont fabuleux, sont au-delà de mes espérances. La communication est facile. Il y a du feedback, la rétroaction, pardon, qui est faite facilement. Donc, ça dépend vraiment. Puis ça dépend du sujet qu'on aborde aussi, de la façon de l'aborder, qui l'aborde, quand. Ouais. Ben oui, parce que c'est ça, l'anthropologie, c'est peu connu, puis il y a tout le temps, les préjugés, fait que des fois, ça peut être compliqué quand on essaie de s'insérer dans des milieux plus comme la médecine, là, qui est très connue, puis qui est très straightforward, là, si vous me permettez. Mais c'est intéressant parce que c'est un peu le décalage entre... Puis là, je reprends une formule de notre directrice de recherche, Michel Daveluy. Des fois, il y a comme une différence entre ce que les gens disent qu'ils font puis ce que les gens font pour vrai. Fait que ça aussi, c'est intéressant de l'observer, puis ça en dit beaucoup sur la culture du travail médical, la culture qu'on va retrouver dans ces milieux-là. Super intéressant. Oui. Et si vous me permettez, je veux juste ajouter quelque chose. Et je trouve que cet écart-là est fabuleuse à documenter parce que quand on fait des entrevues, souvent, ou des entretiens, les personnes vont dire de façon globale, générale, qu'est-ce qui serait bien? Ben, c'est quoi l'idéal? Là, mettons, c'est quoi l'idéal des soins de fin de vie? Ben, je viens, je la repositionne aux 2 heures, je fais un soin de bouche, je fais ci, je fais ça. Mais finalement, quand on observe pour de vrai ce qui se passe, c'est complètement autre chose. Ou ça peut être ça, mais d'une autre façon, moins souvent ou plus souvent, ou même tous les petits mots qui sont dits, les échanges, les touchés, le regard, ça, on ne l'a pas en entrevue. Ben non, c'est ça. Qu'est-ce qui est dit, puis ce qu'on observe pour vrai, la réalité, des fois, c'est très différent. Oui, effectivement. Et là, le temps passe, nous palabrons. Je palabre. Mais je pense que, Laurence, il est maintenant venu le temps du Culture Pop! Et de nos cours de chant, peut-être. Parce que peut-être que ça s'améliore pas. Donc, Sabrina, le plancher est à toi. Tu vas nous parler de 2 choses aujourd'hui. Donc, je te laisse présenter les œuvres choisies. Oui,
En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous parler très succinctement d'une chanson des Cowboys fringants, donc La fin du show, qui aborde la fin de vie plus que la mort, qui aborde la vie et la fin de vie. Notre cher Carl Tremblay. Je trouvais que cette chanson, elle est absolument fabuleuse parce qu'elle aborde un sujet justement qui est parfois tabou ou difficile à aborder. Elle est très émotionnelle. Dans le fond, moi, à chaque fois que je l'écoutais au début, je pleurais. C'est correct. Là, maintenant, je suis capable d'écouter sans pleurer. Mais je pense que tu n'es pas la seule Non, à avoir cette émotivité-là en écoutant la chanson. Elle a touché beaucoup de gens, cette chanson. Ouais. Oui, absolument. Et ce que je trouvais que c'était intéressant de la remettre dans une perspective, mettons, d'anthropologie médicale. Puis là, c'est sûr, j'ai pas fait ma thèse là-dessus, là, mais je vous le dis à chaud, ce à quoi ça me fait penser, ben, tu sais, c'est le retour sur une vie pleinement vécue, sur l'expérience de cette vie belle et pleine, et du fait que elle s'en va petit à petit, et surtout les capacités de la personne déclinent, et que maintenant c'est le temps de fermer les lumières, justement, de passer à autre chose. Et autre chose, c'est aussi dans les paroles de sa chanson, il dit que lui, il voit pas, il n'y a pas autre chose qui se passe par la suite. C'est terminé. Et ça nous rappelle aussi qu'on est dans une société peut-être laïque, justement, où on peut croire qu'il n'y a rien après la mort, donc après le dernier souffle, alors que d'autres personnes croiront à autre chose. Donc, on peut poursuivre notre vécu au-delà, notre vécu, en tout cas, notre existence au-delà de la vie. C'est aussi le fait de se savoir condamné. Quand on se sait condamné, comment on le partage, comment on en parle. Et après, le fait aussi qu'on ne meurt pas tous de la même manière, même si lui dit tous égaux dans le cimetière, qu'elle soit extraordinaire ou ordinaire, chaque vie finit de la même manière. C'est la seule justice sur cette terre. Et c'est intéressant puisqu'il fait référence au fait de mourir, du fait d'être mort plutôt. Mais le processus du mourir, tout ce qui vient avant, c'est contraire. On n'est pas du tout tous égaux par rapport à ce processus du mourir. Et ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que c'est une personne qui est dans la force de l'âge qui décède, donc qui est contraire à peu près, parce qu'on sait qu'une personne sur deux décède au-delà de 80 ans, donc c'est un autre vécu. Et c'est surtout, encore plus tabou, en fait, parce que déjà, la mort, c'est inconfortable dans notre société pour la plupart des gens. Même quand il est question du décès d'une personne en âge plus avancé. Fait quand, en plus, c'est quelqu'un dans la fleur de l'âge, ça nous rapporte à notre propre mortalité aussi, là, ou à la mortalité de nos proches. C'est encore plus inconfortable comme idée, là. Oui, exactement. Et l'autre chose qui est importante, ça ne le dit pas dans sa chanson, mais c'est quand même un emblème. Il n'est pas décédé avec l'aide médicale à mourir. Et ça, je pense que c'est important de le dire en regard à la popularité de cette façon de mourir aujourd'hui au Québec qui dépasse les attentes, là, en tout cas. Donc, il y a énormément de personnes qui meurent en ayant l'aide médicale à mourir qui a été administrée. Mais Carl Tremblay et ses proches ont décidé autrement, donc que la fin de vie se passe autrement. Et ce que je disais, c'est que ça ne s'est pas nécessairement passé comme il le souhaitait, puisqu'il pensait que ça allait arriver plus tardivement au cours de sa maladie, mais c'est arrivé plus tôt que prévu. Donc, je trouve que cette chanson-là reflète à la fois des éléments de notre société de notre rapport à la mort, bien que sur certains autres, elle peut s'en distancer, mais ça nous permet de nous questionner justement sur c'est quoi notre rapport à la mort aujourd'hui au Québec. Je tiens à faire un petit commentaire parce que j'ai assisté à la comédie musicale des Cowboys fringants qui s'appelle Pub Royal lors du passage là, au Grand Théâtre à Québec. C'était probablement la scène la plus émouvante qui venait nous toucher là, profondément, là, notre cœur, notre âme, lors justement de l'interprétation de la fin du show. Donc,
Pop Royal, là, qui est une comédie musicale, la création des 7 doigts de la main. Pour ceux et celles qui ont eu la chance de pouvoir voir ça, là, c'était un moment particulièrement bien mis en scène et touchant. Là. Fait que je voulais juste faire un petit commentaire à ce sujet-là, là, parce que j'avais vraiment apprécié ça. Oui. Et je pense que c'est important d'en parler, de le dire, tu sais, aussi. Puis vous l'avez vécu, même si c'est une mise en scène, vous l'avez vécu, vous avez vécu les émotions de cette fin de vie, de ce décès, donc oui, de cette perte. Puis c'est un deuil national, tu sais, c'est comme fait partie de notre vie, veut pas. Ben oui. Ouais. Vraiment. Et là, tu voulais nous parler aussi d'une deuxième œuvre qui est pas seulement genre comment je sais parler, je vous jure, une œuvre qui non seulement permet de faire des liens avec tes domaines de recherche, mais qui en fait a émergé de tes recherches ou des recherches auxquelles tu participes. Donc, on t'écoute sur cette seconde œuvre. Oui, donc je vous montre mon petit carton. L'œuvre s'appelle La vie pareille. C'est une performance artistique qui a été co-créée avec des artistes multidisciplinaires, des personnes aînées et des chercheurs en sciences sociales et en sciences infirmières. Donc, on s'est assis depuis octobre 2024 à la semaine dernière, en fait. C'est tout récent. Tout récent. Collectivement, on a réfléchi autour de résultats de recherche ou d'entretien ou de verbatim ou d'observation qui provenaient à la fois de mon doctorat, donc auprès de qui documentait le mourir des personnes du grand âge, et de mon postdoctorat qui s'intéressait à la vie en CHSLD pendant la COVID. Donc, on a utilisé ces matériaux séparés en 4 thèmes, en 4 thématiques, et puis on a travaillé à co-créer une performance. Donc, grâce à des anthropologues aussi que j'ai rencontrés à l'Association américaine d'anthropologie qui m'ont aussi poussé en disant, tu sais, faut bien structurer la période de création, comment on va co-créer ensemble, parce qu'on était plusieurs aussi, c'était pas toujours évident d'être succinct avec le temps qu'on avait. Mais on a créé donc on a créé des poèmes avec les verbatims, on a créé une performance musicale, de l'improvisation de danse et tout ça. Et on a regroupé ça en 20 minutes de performance artistique qu'on a présenté la semaine dernière, donc jeudi dernier. On l'a présenté à des résidents des habitations de la Fondation du Berceau du Tremblay, donc à la fois un OSBL d'habitation, des résidences privées pour aînés et un CHSLD. Donc, on a présenté cette œuvre qui parlait du vivre, du vieillir, du mourir en CHSLD à ce public. Et ça a été un moment extraordinaire, à la fois dans l'échange qu'il y a eu, l'échange émotionnel. Vous comprendrez que je parle toujours d'émotions et de ressentis, mais c'était vraiment ça, l'idée de cette performance avec peu de mots, du mouvement et des images symboliques pour évoquer justement cette vie en CHSLD, cette mort en CHSLD, ce soin. Donc, beaucoup d'émotions, mais aussi un beau dialogue qui a émergé par la suite sur, certes, la performance artistique, qu'est-ce qu'on devrait en faire pour la suite, mais aussi qu'est-ce que c'est que mourir, comment on en parle, qu'est-ce qu'on veut, ce à quoi ça fait écho, soit à nos propres expériences ou aussi à nos propres craintes ou à la façon de parler de la vie et la mort. Donc, ce fut un franc succès que nous allons remettre ça, on l'espère, avec différents publics. Tant le grand public, on aimerait aussi aller voir des jeunes, des moins jeunes dans différents endroits pour faire une petite tournée et justement dialoguer, parler de ces sujets sensibles qui n'arriveraient pas avec un article scientifique, un livre peut-être un peu plus, mais en tout cas, c'est quand même difficile de diffuser nos résultats à la population pour qu'elle puisse en prendre connaissance. Donc, on a trouvé ce moyen-là, puis ça a été une aventure formidable et en tout cas un résultat pour l'instant qui j'imagine, ça, là, c'est le genre de projet là, qui
m'emballe au plus haut point. Genre, je suis de la création, ajouter justement de la recherche avec la création dans un esprit aussi multidisciplinaire. Pour vrai, j'ai vraiment hâte d'avoir accès à ça. À un moment donné, on fera parvenir les liens à travers nos réseaux sociaux lorsque ça sera accessible. Ben oui, parce que tu nous parlais que vous êtes sur le point ou que vous venez tout juste de diffuser une espèce de promo ou il y a déjà un truc qui est disponible, mais que l'œuvre complète sera disponible plus tard. Quoique là, on enregistre vraiment à l'avance, fait que peut-être qu'au moment où vous nous entendez, chers auditeurs, ce sera déjà diffusé. Là. Si c'est le cas, on va le mettre dans la description de notre épisode. Mais oui, donc ça va être disponible sous quel format éventuellement, Sabrina? Le format principal, c'est sûr que nous, on va promouvoir le fait de le faire en personne, puisque les ressentis... je pense que, oui, il faut être une performance, il faut l'avoir en personne. Donc, on va essayer de faire une tournée si le financement suive. En tout cas, on va faire en sorte que les financements suivent, bien entendu. Et après, oui, il y aura des vidéos promotionnelles qui seront disponibles en ligne. Et puis, éventuellement, la performance en elle-même, là, probablement, si les personnes me contactent, je pourrais leur faire parvenir. Mais tout ça est à venir dans le prochain mois. Donc, je vous tiendrai au courant avec plaisir. Oui, c'est ça. Donc, au moment où vous entendez ça, ça risque d'être disponible. Donc, Sabrina, tu nous feras parvenir toutes les informations. On pourra les mettre en description de l'épisode, puis on pourra le partager aussi sur nos réseaux sociaux parce que, c'est trop nice, là. Oui, pour vrai, là, c'est le genre de création, genre de production qu'il doit avoir. Il faut que ça existe, ce genre de production-là. Produisez, gang! Produisez, sortez vos capacités créatrices. Hey, merci énormément, Sabrina. Ça a été un véritable plaisir de te recevoir. C'était une première rencontre, ma foi, ça coche. Oui, j'espère que ça coche. Rien de moins. C'est ça. J'espère que tu as apprécié ton passage parmi nous. Oui, absolument. Merci beaucoup de ce moment et du partage aussi, puis de l'invitation. C'est vraiment très apprécié. Merci. Et pour tous ceux et celles qui nous écoutent, nous, on se retrouve le mois prochain avec un autre épisode palpitant d'Anthropote. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des avis, partager, liker nos commentaires, commenter ou liker nos posts sur les réseaux sociaux. Ça nous aide quand même de gagner une plus grande visibilité. Mais surtout, comme le disait notre directrice, ne boudez pas votre plaisir. Donc, à la prochaine. Ciao. Ciao.